Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler du dopage naturel par la montagne et notamment l'altitude en réaction à la story de Thibaut InShape qui est parti récemment escalader le Mont Blanc et qui est revenu du coup entre guillemets oxygéné ou plutôt désoxygéné, on va voir pourquoi, et qui a posté donc une story en disant que la montagne avait eu un effet dopant sur lui et donc qu'il allait avoir des performances meilleures pendant quelques jours. Donc on va réagir à tout ça et on va voir est-ce que Thibaut InShape a été dopé véritablement par la montagne et quels sont les mécanismes d'action et notamment le PO, les globules rouges et l'oxygénation du sang. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. On a donc vu Thibaut InShape qui a escaladé le Mont Blanc avec, je pense, ses amis. Il est monté tout en haut, il a passé quelques jours pour faire son ascension. Et puis, une fois qu'il est monté en haut, il a planté son drapeau Team Shape. Et puis, il n'allait pas vivre là-haut avec le Yeti. Donc, il est retourné à sa vie quotidienne au niveau 0, donc au niveau de la mer. Et donc, il poste hier cette story où il parle des effets dopants de la montagne. Comme quoi, le fait d'aller en montagne, et notamment en altitude, aurait un effet bénéfique sur l'organisme et sur la performance. Donc, en fait, finalement, il était monté en altitude pour booster son organisme, alors pas que, mais encore une fois, c'est un effet qui peut être recherché par les sportifs pour avoir des meilleures performances quand ils reviennent. Alors tout ça c'est lié à plusieurs choses, mais principalement pour résumer très rapidement, c'est lié à l'effet de la baisse d'oxygène au niveau de l'air ambiant en fait quand on monte en altitude, qui va avoir un effet sur notamment les paramètres au niveau de la circulation sanguine, mais surtout de la composition du sang, puisqu'il va y avoir des mécanismes d'adaptation qui vont être nécessaires pour pouvoir survivre en altitude, et on va voir juste après pourquoi, et notamment qui peuvent être, une fois qu'on revient au niveau de la mer, au niveau 0, être bénéfique pour la performance. Donc on va essayer de découper ça en plusieurs parties. Premièrement, qu'est-ce que sont les globules rouges et notamment l'EPO, l'érythropoïétine, cette hormone qui est connue bien souvent de façon malheureuse pour le dopage, mais qui est en fait une hormone naturelle. La deuxième partie, ce sera les effets de l'altitude sur notamment la performance, mais aussi les adaptations et la synthèse, encore une fois, d'EPO et l'augmentation des globules rouges. Et troisième partie, on verra quelle est l'utilisation de l'altitude et entre guillemets de la montagne ou d'autres technologies par les sportifs au niveau de la performance. Et donc, est-ce que Thibaut InShape s'est véritablement dopé de façon naturelle en allant sur le Mont Blanc? Donc on va commencer tout de suite. Premièrement, le globule rouge et l'érythropoïétine, l'EPO. Le globule rouge, c'est la base, ça fait partie des cellules sanguines. On l'appelle globule rouge parce que tout simplement, il est rouge. En médecine, on va pas chercher bien loin, il y a les globules blancs qui sont blancs et les globules rouges qui sont rouges. Le globule rouge, sa principale fonction, c'est de transporter l'oxygène au niveau des organes. Donc il va se lier à l'oxygène au niveau du sang pour permettre à cet oxygène d'être transporté et d'être surtout acheminé aux différents organes. Comment est-ce que ça marche? Au niveau de ce globule rouge, il y a à l'intérieur une molécule principale qui s'appelle l'hémoglobine. Cette hémoglobine, c'est véritablement elle qui va pouvoir se lier à l'oxygène, entre guillemets, l'oxygène va se fixer à cette molécule à l'intérieur du globule rouge pour pouvoir être transporté, entre guillemets, en toute sécurité jusqu'au niveau des différents organes. Comment est-ce que le globule rouge se remplit d'oxygène? Au niveau des poumons, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la respiration. Tout le monde connaît ça, je vais détailler très simplement. D'abord, on inspire, on prend de l'air au niveau des poumons, puis il va y avoir dans les alvéoles qui composent les poumons des échanges, on va détailler ça juste après, et une fois que les échanges sont faits, on expire et donc on rejette les déchets, notamment le gaz carbonique et tout l'air qui n'aura pas été échangé. Comment est-ce que ça se passe? Au niveau des poumons, si on décompose, si on descend au niveau de la bronche souche, des bronches et des bronchioles, à la fin on va arriver au niveau des alvéoles. Les alvéoles, c'est des espèces de petits sacs qui sont en fait arrondis et cet arrondi ça permet tout simplement d'augmenter la surface d'échange entre les vaisseaux sanguins et les alvéoles. S'il n'y avait aucune séparation par des alvéoles au niveau des poumons, si par exemple on imaginait que ce serait des ballons, tout simplement il y aurait des échanges qui se feraient mais uniquement sur la membrane, donc la surface. Et donc on imagine bien que plus on va créer de replis que sont ces alvéoles et plus on va multiplier la surface d'échange. Donc à partir du même volume d'air, on peut multiplier de façon exponentielle la surface d'échange en augmentant justement les alvéoles et donc les membranes. Parce que finalement, il faut bien se dire que c'est bien beau de prendre de l'air au niveau des poumons, mais il faut que l'oxygène puisse aller au niveau du sang. Parce que si l'oxygène reste dans les poumons, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'intervient la circulation pulmonaire. La circulation pulmonaire, c'est la circulation qui permet de réoxygéner le sang. Pour faire un très rapide rappel,
Le cœur droit, il est composé du sang désoxygéné, c'est tout le retour veineux du sang qui a été appauvri en oxygène par les muscles et les organes, et il va ensuite être éjecté dans l'artère pulmonaire qui va venir au niveau du poumon faire ses échanges, puis arriver au niveau du cœur gauche, oxygéné, donc riche en oxygène, c'est le sang rouge, et être ensuite expulsé au niveau des différents organes pour leur apporter l'oxygène. Au niveau de cette circulation pulmonaire, le sang est désoxygéné. Il va arriver jusqu'au niveau des capillaires pulmonaires, qui sont vraiment des tout petits vaisseaux très nombreux qui vont se coller au niveau des alvéoles, on appelle ça la membrane alvéolo-capillaire, et puis il va y avoir contact avec une membrane très très fine entre l'alvéole, donc qui contient de l'air et donc de l'oxygène, et ses capillaires. Et en fait, l'oxygène va pouvoir diffuser au travers de cette membrane pour venir en fait remplir la circulation, le sang au niveau des capillaires. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, cet oxygène va pouvoir rentrer dans les globules rouges pour se fixer à l'hémoglobine et être transporté dans la circulation sanguine. Et du coup, son utilisation par les muscles, mais aussi, parce que c'est bien beau de pousser à la salle de sport, mais aussi pour le cerveau, pour pouvoir contrôler les muscles, mais aussi tous les autres organes, le cœur, les reins, le foie, la peau, bref, absolument tout a besoin d'oxygène. Donc l'oxygène et les globules rouges, c'est véritablement la clé de la vie humaine, puisqu'on a besoin d'oxygène, sinon on meurt. Maintenant, la question, c'est de savoir comment les globules rouges sont synthétisés, parce qu'encore une fois, si on n'a pas assez de globules rouges, ce sont notamment des maladies qui s'appellent l'anémie, quand le taux de globules rouges, le taux d'hémoglobine pour être très précis, est bas, et bien en fait tout simplement l'oxygène a du mal à se fixer, alors plutôt c'est le contraire, il se fixe très bien, mais il n'a pas assez de molécules pour pouvoir se fixer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien les tissus vont être appauvris en oxygène, alors pas tout à fait, parce que comme partout, la vie et le corps humain est une machine assez incroyable qui a beaucoup de mécanismes de compensation. Mais en tout cas, dans l'idée, si on a une anémie, donc une hémoglobine qui est basse, eh bien les performances sont nettement diminuées et les personnes se plaignent de fatigue et d'essoufflement parce que il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive. Donc au repos, ça passe, mais dès qu'on fait un effort, il y a besoin de plus d'apport en oxygène, sauf que le corps n'est pas capable d'augmenter en fait les apports et donc on s'essouffle beaucoup plus rapidement. Maintenant, ces globules rouges, ils viennent d'où? Où est-ce qu'ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués au niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est véritablement le réservoir et le producteur des cellules du sang, que ce soit les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Donc ces globules rouges vont être eux aussi synthétisés, fabriqués au niveau de la moelle osseuse. Et ils sont fabriqués notamment sous l'action d'une hormone qui s'appelle l'EPO. L'EPO, c'est l'érythropoïétine parce que c'est la protéine qui favorise l'érythropoïèse. L'érythropoïèse, si on décompose ce mot, érythro, ça veut dire rouge, et poïèse, c'est un mot grec qui signifie la production. Donc on parle d'érythropoïèse pour dire tout simplement la production de globules rouges. Donc cette EPO, elle est véritablement indispensable à la production de globules rouges. Donc les patients, les personnes qui sont malades et qui n'ont pas de production d'EPO, qui n'en ont pas assez, puisque l'EPO est produite au niveau du rein, et quand les reins marchent moins bien, notamment dans les insuffisances rénales, eh bien la production d'EPO est altérée, et donc qu'est-ce qui se passe? Les patients ont un taux de globules rouges et d'hémoglobine qui descend, et donc ils sont anémie. Donc cette EPO, elle est absolument indispensable. Et en plus de l'EPO, il y a aussi d'autres molécules qui sont indispensables, notamment le fer, parce qu'on a vu que l'hémoglobine était constituée de fer, et donc si on manque de fer, les carences en fer, quand les filles notamment ont leurs règles et quand elles saignent, elles perdent du sang, et quand elles perdent du sang mais qu'à côté elles ne compensent pas ces pertes sanguines et donc ces pertes de fer en mangeant du fer, que ce soit dans la viande, les abats ou encore une fois les épinards comme Popeye, eh bien une carence en fer s'installe et à la longue en fait il y aura beau y avoir de l'EPO, s'il n'y a pas assez de fer, eh bien les globules rouges sortent mais ils sont pauvres en hémoglobine puisque l'hémoglobine n'aura pas pu être synthétisée. Et il y a aussi besoin de vitamines B9, B12, etc. et d'autres composants, mais en tout cas après ça reste du détail. Une fois qu'on a dit tout ça, maintenant deuxième partie, altitude et performance. Qu'est-ce qui se passe quand Thibaut InShape a commencé son ascension du Mont Blanc et que d'un coup il a dû se dire oh là là, bon il fait froid, ça d'accord, je m'y attendais, j'ai mis ma doudoune, mais surtout j'ai l'impression de respirer moins bien parce que tout simplement quand on monte en altitude, et encore une fois c'est normal, eh bien l'air s'appauvrit en oxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air de base il est constitué à la fois d'oxygène mais aussi d'une faible proportion de gaz carbonique et de monoxyde de carbone, et il y a aussi de l'azote. L'azote c'est un gaz inerte qui en fait constitue la majorité de l'air que l'on respire. Donc finalement, au niveau de la mer, c'est le niveau 0, et bien l'oxygène représente 21% du pourcentage en fait de l'air que l'on respire. Ça veut dire qu'on ne respire pas de l'oxygène pur, ça veut dire qu'à chaque fois que je respire
1 litre d'air, eh bien il n'y a en fait que 210 millilitres d'oxygène. Et plus on va monter en altitude et plus le pourcentage d'oxygène dans l'air va diminuer pour être remplacé par de l'azote. J'ai plus les chiffres précis en tête, mais grossièrement je crois que de mémoire quand on est au niveau du mont Everest, donc à 8800 et quelques mètres, eh bien il n'y a plus que 6 ou 7% d'oxygène. Ça veut dire qu'on a diminué la quantité d'oxygène disponible par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes au niveau de l'Everest, eh bien tout ce que vous respirez, il y aura 3 fois moins d'oxygène. Donc en fait, c'est extrêmement bas et c'est pour ça qu'en fait la vie au niveau de l'Everest est en fait impossible parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour survivre de façon pérenne. En tout cas, dès que vous êtes au niveau du mont Everest, déjà si on vous dépose sur le mont Everest au sommet et que vous n'êtes pas acclimaté, on va voir juste après ce que c'est l'acclimatation et tous les mécanismes en fait qui permettent de compenser cette baisse d'oxygène, parce que heureusement il y a des gens qui l'ont fait, donc ça veut dire qu'on peut monter. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas acclimaté, on vous met 1 heure en haut, vous êtes mort en fait d'asphyxie parce que vous n'êtes pas du tout adapté à respirer de l'air qui n'a aussi peu d'oxygène. Donc les mécanismes compensatoires sont absolument indispensables. Quand on commence à monter en altitude, l'air s'appauvrit donc en oxygène. Et encore une fois, c'est linéaire, ça commence dès qu'on commence à monter à 400 ou 500 mètres. Mais à 400 ou 500 mètres, eh bien c'est négligeable, il n'y a pas encore d'effets au niveau du corps qui sont ressentis. Mais quand on commence à arriver à 2000, 3000 mètres, eh bien c'est là où véritablement ça commence à se faire ressentir. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien si vous prenez la route et que vous montez jusqu'à la montagne où vous avez réservé en hiver votre chalet, eh bien à 3000 mètres, vous commencez en fait à ressentir la baisse d'oxygène. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'un coup, vous allez manquer d'oxygène parce que votre pression et votre saturation du sang en oxygène diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos organes ressentent cette baisse d'oxygène et ils se disent « Ouh là là, attention !» on commence à manquer d'oxygène. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des récepteurs en fait qui captent cette pression au niveau du sang en fait en oxygène, on les appelle les chémorécepteurs, et ces récepteurs vont entraîner tout un tas de mécanismes compensatoires. Principalement, il y en a 2. Le premier, c'est l'hyperventilation. Si on a moins d'oxygène dans l'air que l'on respire, eh bien, on essaie d'hyperventiler pour augmenter tout simplement le volume total d'oxygène que l'on aura respiré en 1 minute. Et le deuxième mécanisme, c'est la libération d'hormones et notamment l'activation du système sympathique. Pour résumer de façon très rapide, le cœur va s'accélérer parce qu'on a moins d'oxygène, mais si on fait circuler le sang un petit peu plus vite en éjectant plus de sang, donc en fait l'oxygène va circuler plus vite et avec la même quantité, on pourra avoir un débit et une oxygénation qui sera meilleure. Donc à la fois par l'hyperventilation et l'augmentation du débit cardiaque, et bien tout simplement on peut arriver à commencer à se maintenir. Mais encore une fois, au prix d'une adaptation. Et cette adaptation, elle signifie qu'au repos, ça marche, mais dès qu'on va devoir augmenter les efforts et donc les besoins, en fait, on ne pourra pas forcément compenser. Si au repos, vous êtes déjà avec un rythme cardiaque qui est plus élevé et vous êtes déjà en train d'hyperventiler, je caricature un peu avec ma respiration, mais si vous commencez à courir, vous n'allez pas pouvoir ventiler 10 fois plus vite. Non, ça marche pas, vous allez vous épuiser, donc il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en place pour justement compenser de façon un petit peu plus pérenne, donc sur le long terme. Ces mécanismes d'adaptation, principalement, ils vont passer par des mécanismes au niveau des paramètres sanguins. Notamment, qu'est-ce qui va se passer? Le rein va capter cette baisse d'oxygène et va se dire, si on manque d'oxygène, je vais synthétiser plus de PO pour avoir plus de globules rouges. Parce que si on a plus de globules rouges, on a plus de transporteurs de l'oxygène et donc avec la même quantité d'oxygène respiré, on va pouvoir en transporter un petit peu plus et donc oxygéner mieux les muscles, oxygéner mieux les organes. Donc en fait c'est un mécanisme tout simplement compensatoire. On va augmenter par le biais de l'EPO la synthèse du nombre de globules rouges et la synthèse de molécules d'hémoglobine qui vont ensuite constituer les globules rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que différents paramètres sanguins vont augmenter. Premièrement, le nombre de globules rouges. Deuxièmement, le taux d'hémoglobine, c'est celui qu'on voit sur une prise de sang, ça se mesure en grammes par décilitre. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle l'hématocrite. L'hématocrite, c'est un paramètre un petit peu plus difficile à imaginer, encore que pas tellement. L'hématocrite, en gros, c'est si on prend 100 ml de sang, quel est le pourcentage de volume occupé par les globules rouges. Et la normale, c'est entre, je crois, 35 et 45%. Ça veut dire qu'à l'état normal, en gros, il y a 40% de votre sang qui est utilisé en fait par la masse des globules rouges. Mais si on commence à avoir plus de globules rouges, plus nombreux ou plus gros, cet hématocrite va monter, ça veut dire que les globules rouges vont occuper plus de place au niveau du sang, ce qui est encore une fois une adaptation parfois normale quand justement l'oxygène
est diminué au niveau de la circulation sanguine et donc on est dans un état qu'on appelle l'hypoxie. L'hypoxie, c'est en fait le manque d'oxygène. En plus de ces adaptations au niveau hématologique, il y a aussi d'autres adaptations, notamment dans certaines études, on peut retrouver que en altitude, les muscles s'adaptent avec notamment une capacité de tamponner l'acidité, donc en gros de mieux utiliser l'énergie et de mieux gérer la production de déchets. Donc au niveau du muscle, ils sont plus efficaces. Deuxièmement, ils pourraient utiliser mieux les substrats énergétiques et notamment la glycolyse par une action en fait enzymatique augmenter. En gros, ils utilisent mieux le glucose et par le biais d'autres petites adaptations, mais ça ce serait en gros rentrer dans les détails. La principale chose qui a été étudiée, c'est les effets sur la circulation sanguine. Mais alors maintenant, c'est bien beau tout ça et donc effectivement, on dit bah c'est super, si je vais faire un séjour en montagne, comme Thibaut Inchep sur le Mont Blanc, bah, je vais redescendre et je vais tout exploser, je vais courir plus vite, je vais soulever plus lourd parce que bah, j'aurai plus d'oxygène et donc je vais m'essouffler beaucoup moins vite. Alors effectivement, c'est la théorie et c'est pour ça que l'entraînement en altitude est quelque chose d'utilisé, en tout cas d'étudié fortement par les sportifs et les entraîneurs sportifs pour essayer de maximiser la performance des athlètes. La seule chose, c'est que, en fait, c'est là où on se rend compte que c'est pas quelque chose où ça marche en claquant des doigts, c'est que ça ne survient qu'au bout d'un certain temps d'adaptation, à la fois en degrés d'altitude. Encore une fois, si vous êtes à 500 mètres de hauteur, ça va pas être du tout suffisant pour induire une réponse au niveau de la production de PO. Et la deuxième chose, c'est la durée. C'est qu'effectivement, la synthèse de PO commence à augmenter dès les premières heures ou les premiers jours, mais les effets sur la quantité de globules rouges ne se font vraiment ressentir, en gros, qu'à partir de 10 jours en altitude. Donc en fait, en pratique, il faut au moins 10 jours à une altitude suffisante. Alors c'est variable selon les gens, mais en gros c'est au moins 2000 mètres et plus vous montez en altitude et plus cet effet va être rapide mais surtout important. Par contre, la seule chose qu'il est important de préciser, c'est qu'on ne peut pas monter de façon trop importante en altitude et trop rapidement parce que à partir en gros de 4000 mètres, c'est un peu arbitraire, mais il faut s'acclimater parce que sinon il peut y avoir des conséquences qui sont graves et graves rapidement. C'est-à-dire que notamment pour les personnes qui auraient voyagé et qui iraient dans la route au niveau de l'Inde, qui est à, je crois, 5500 mètres, c'est la plus haute route motorisée du monde, où il y a un aéroport, et bien les gens qui atterrissent directement à une altitude de 5500 mètres, et bien ils peuvent avoir des conséquences avec notamment des œdèmes cérébraux, des problèmes d'oxygénation, et ce qu'on appelle en fait le mal aigu des montagnes, et la seule solution c'est de descendre très rapidement à un degré d'altitude beaucoup moins important parce qu'en fait l'acclimatation ne s'est pas du tout faite. Et donc une fois que Thibaut Inchep il est au niveau du sommet du Mont Blanc, donc effectivement 4807 mètres si j'ai bien appris mes cours à l'époque où j'étais encore à l'école primaire, donc 4807 mètres, effectivement c'est largement suffisant pour induire une hypoxie. Je pense que Thibaut, quand il était en haut du Mont Blanc, il devait être quand même assez essoufflé et clairement, il ne devait pas pouvoir courir comme il le faisait dans ses séances de crossfit parce que, encore une fois, manque d'oxygène et même avec les mécanismes d'adaptation, eh bien, ça reste des efforts beaucoup plus difficiles. Donc, une fois qu'il reste là-haut, admettons qu'il se dit, je vais planter ma tente, Juju Fit 4, j'en ai marre, je suis mieux sur ma montagne tout seul, au moins personne ne m'ennuie, et il décide de rester là-haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, au bout de 10 jours, il va commencer à avoir plus de globules rouges, plus d'hématocrites, et donc il va commencer à se dire finalement je commence à être pas mal et puis effectivement je suis vraiment peinard. Donc à ce moment-là il aura une oxygénation du sang qui sera meilleure et donc il va commencer à compenser en fait l'hypoxie qui est générée par le manque d'oxygène au niveau de l'altitude. Donc à ce moment-là il va pouvoir commencer, alors encore une fois c'est progressif, c'est pas on-off, c'est pas le 10e jour, il se réveille, pouf, les globules rouges qui sont montés d'un seul coup, non, c'est très progressif, mais à peu près au 10e jour il commence à être acclimaté et à ce moment-là il va pouvoir augmenter ses efforts, mais encore une fois, il restera en dessous de ce qu'il peut faire au niveau de la mer. Ce sont des mécanismes d'adaptation, mais comme tous les mécanismes d'adaptation, eh bien, ça a une limite et surtout, ça n'est jamais quelque chose qui est totalement efficace. Le mieux, ça reste d'être au niveau 0. Donc, une fois qu'il est en haut, eh bien, sa performance est ce qu'on appelle la VO2 max. La VO2 max, c'est un paramètre qui est mesuré pour les sportifs, principalement pour les sportifs, mais aussi pour les personnes qui sont insuffisantes cardiaques. Finalement, c'est quelque chose que tout le monde peut mesurer, c'est la consommation maximale d'oxygène à l'effort. Ça veut dire que quand on fait un effort maximal, c'est le taux d'oxygène en millilitres par minute qui est consommé et ce taux d'oxygène, en fait, il dépend à la fois de la capacité cardiaque, c'est la capacité qu'a le cœur à augmenter le débit cardiaque. Donc tout ça, c'est pour ça que quand on dit je travaille mon endurance cardiovasculaire, quand je fais du cardio, c'est en fait pour augmenter la capacité d'augmenter son débit cardiaque à l'effort. Il y a aussi la respiration, le fait de pouvoir en fait respirer plus vite et plus fort et d'optimiser les échanges, et le système musculaire pour justement extraire l'oxygène du sang
et l'utiliser de façon la plus efficace possible. Et tout ça, ça se travaille, donc c'est pour ça que les personnes totalement désentraînées, sédentaires, ont une VO2 max qui est basse, et les athlètes d'élite ont une VO2 max qui est très élevée. Et en gros, ça va du simple, voire même plus pour les personnes malades, En gros, ça va du simple au triple pour une personne, on va dire, normale et athlète d'élite. Donc cette VO2 max, et je vais vous mettre la formule, elle dépend notamment du taux d'hémoglobine. Donc ça veut dire que quand le taux d'hémoglobine est plus élevé, eh bien la VO2 max sera plus important, donc la capacité de faire un effort. Mais alors ça, effectivement, ça c'est valable dans l'absolu. Mais là, comme il est en altitude, eh bien sa VO2 max en fait sera malgré tout plus basse que ce qu'elle serait au niveau 0. Mais alors du coup, les gens se sont dit, bah super, la Thibaut InShape, il se dit, je suis à 4807 mètres, ma VO2 max, certes elle est basse, mais mon hémoglobine est élevée. Donc je vais commander un hélicoptère de la Team Shape et il va me redescendre au niveau de la mer. Et au niveau de la mer, je vais retrouver le taux d'oxygène normal dans l'air en fait. Et du coup, je vais être un super athlète, je vais aller faire ma séance de CrossFit et je vais tout défoncer. Et effectivement, ce raisonnement-là pourrait être tout à fait logique, et d'ailleurs il est logique, c'est pour ça qu'on va voir troisièmement l'utilisation de l'altitude, mais aussi de ses dérivés pour augmenter la production de globules rouges, et donc utilisation comme, entre guillemets, substance dopante. Effectivement, c'est sûr que ça marche. Si on augmente le taux d'hémoglobine, on va pouvoir augmenter la capacité aérobie. Aérobie, ça veut dire que ça concerne principalement les efforts d'endurance. La personne qui s'entraîne en force, le strongman ou le powerlifter qui doit en fait faire un effort maximal sur une très courte durée, il n'utilise que très peu l'oxygène en termes de filière. Il va principalement utiliser la filière anaérobie, alactique puis lactique, mais la filière aérobie, c'est surtout les personnes qui font un effort d'au moins 1 minute. Mais effectivement, Thibaut fait du crossfit, donc en crossfit, c'est pas mal de l'endurance. Il faut certes soulever lourd, mais il faut surtout enchaîner la course, les répétitions et les différents mouvements. Donc effectivement, ça marcherait. Et si il est resté assez longtemps en altitude et qu'il a augmenté son hémoglobine, eh bien effectivement, ça peut avoir un petit intérêt pour justement la performance. Mais malgré tout, le problème quand on fait ça de façon, on va dire, naturelle, qu'on monte en montagne, c'est que, eh bien, il y a quand même des contraintes. Effectivement, ça sous-entend, vous l'avez vu, de rester assez longtemps en altitude, mais de rester aussi à une altitude suffisante. Donc, pour un athlète, c'est bien beau, mais tout le monde n'a pas envie d'aller s'entraîner en montagne et de se couper de sa famille, et surtout de la vie en montagne. Encore une fois, c'est très particulier, s'entraîner en montagne, c'est un peu comme si tu es isolé et que tu renonces en fait à ta vie de tous les jours. Le deuxième problème, c'est aussi la désadaptation. C'est que certes, on a vu qu'on a des mécanismes compensatoires, mais finalement, tant qu'on s'entraîne en altitude, eh bien les performances restent de toute façon plus faibles qu'au niveau de la mer. Donc même si on s'entraîne en se disant ensuite je vais essayer de conserver au maximum et le jour J je vais redescendre pour ma compétition au niveau de la mer, en fait ça marche pas totalement parce que finalement on s'est un petit peu désadapté. Ce qui est très important pour un sportif, c'est de faire l'exercice, la performance qu'il va faire le jour J à l'entraînement. Mais si une personne, admettons, n'arrive pas à courir aussi vite, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Certes, son cœur et son système cardiovasculaire vont arriver à maintenir, mais les muscles, eux, vont commencer à se déconditionner au moins partiellement. Donc finalement, c'est pas dit que le jour J, il soit aussi fort que ce qu'il voulait, ou en tout cas certainement pas plus fort. Donc au total, il y a quand même globalement plutôt au mieux un maintien de la performance, mais au pire une petite diminution de celle-ci. La dernière chose, c'est que c'est un mécanisme qui est rapidement épuisable et donc que finalement, une fois que vous revenez au niveau 0, eh bien les globules rouges, en fait, rapidement, en l'espace de en gros 3 semaines, vont commencer à revenir à la normale et donc c'est quelque chose de très temporaire. Ça veut dire que dès que vous revenez à votre vie normale, eh bien, à passer les 1 ou 2 semaines où vous avez un petit avantage, eh bien vous perdez tout. Donc ça nécessiterait pour un athlète de régulièrement retourner en montagne et donc finalement de passer sa vie à la montagne. Alors pour pallier à ça, il y a des protocoles qui ont été établis par les coachs et notamment il y en a qui se sont dit c'est super, en fait on va faire vivre l'athlète à altitude élevée, il va y dormir, il va y passer la plupart de sa journée, mais il va s'entraîner au niveau de la mer, comme ça il va bénéficier de l'hypoxie la plupart de sa journée, mais il pourra quand même faire son entraînement avec ses performances habituelles, encore une fois au niveau de la mer, pour faire un entraînement ultra efficace. Effectivement, ça a été étudié et ça peut être une solution. Mais là encore, en termes de contraintes, vous imaginez si vous devez passer tous les jours de 0 à 3000 mètres, à moins d'avoir des gros moyens, un hélicoptère ou d'avoir pas du tout le mal des transports pour faire 3 heures de bagnole aller et 3 heures retour, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, il y a des gens un peu plus malins que les autres qui se sont dit l'EPO, c'est une hormone, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va synthétiser de l'EPO et on va l'injecter. Comme ça, le corps va croire qu'on est en altitude
et en fait on l'aura berné parce qu'on ne sera pas du tout en altitude. Et effectivement c'est pour ça qu'il y a eu dans le milieu sportif, notamment chez les cyclistes, c'est là où il y a eu les affaires de dopage qui ont éclaté, de l'EPO recombinante. Recombinante, ça veut dire qu'elle a été synthétisée en laboratoire, qui a été utilisée comme produit dopant. Et effectivement, avec cette EPO recombinante, on peut arriver à atteindre des taux d'hémoglobine qui sont beaucoup plus rapidement atteints et surtout de façon beaucoup plus chronique, de beaucoup plus stable en fait que l'altitude avec les contraintes en moins. Tu peux vivre ta vie classique, aller t'entraîner, voir tes amis et avoir une vie normale tout en ayant un taux d'hémoglobine beaucoup plus élevé que la normale. Mais le problème de cette hémoglobine, c'est qu'elle a été quand même associée avec un taux de complications. Donc certes, effectivement, tu augmentes la performance, mais quand tu augmentes le taux de globules rouges et le nombre de globules rouges, et comme on a vu l'hématocrite, donc en fait la concentration en globules rouges dans le sang, donc en fait la viscosité sanguine, imaginez que votre sang, au lieu d'être globalement fluide, en tout cas une fluidité normale, il devient beaucoup plus épais. Et un des risques principaux quand le sang est épais, c'est la formation de caillots de sang. C'est qu'en gros ces caillots de sang peuvent commencer à boucher à la fois les artères, donc ça veut dire faire des infarctus, faire des accidents vasculaires cérébraux, si les artères bouchent, si les caillots de sang bouchent les artères du cerveau, et plein d'autres problèmes de santé, toutes les artères virtuellement peuvent se boucher, mais aussi les veines, notamment des phlébites, des embolies pulmonaires, et à ce sujet d'ailleurs j'en profite, j'ai fait 2 chroniques sur John Meadows qui a fait un infarctus et Guy Cisternino qui a fait une phlébite, donc un caillot de sang dans les veines, si vous voulez aller voir et voir ce que sont ces 2 maladies. Donc finalement, un gain de performance qui est certes important, mais au prix de problèmes de santé. Et puis la dernière chose, finalement la santé, on va dire que dans le monde du sport professionnel, c'est pas forcément la considération principale, encore que, mais c'est surtout qu'il y en a qui se sont dit, l'EPO recombinante, on va la doser et donc on va mettre au point des tests antidopage. Et donc qu'est-ce qu'ils se sont dit les gens? Mince, on peut plus utiliser de l'EPO recombinante parce que sinon on va être testé positif. Alors effectivement, on peut dire que l'antidopage a toujours un retard par rapport au dopage, c'est vrai, mais du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit les gens? Ils se sont dit, en fait, tout simplement, on va faire des transfusions de sang autologue. Autologue, ça veut dire qu'en fait, on prend notre propre sang, en fait, on prend du sang à l'athlète, on fait des pochons de sang comme quand vous allez donner votre sang, sauf que là, vous donnez pas le sang à quelqu'un d'autre, votre sang, il est prélevé, il est vérifié, il est mis dans des pochons stériles, etc. Et puis, il est gardé dans la banque de la personne qui s'organise de ce dopage. Encore une fois, c'est pas un dopage que vous pouvez faire dans votre jardin ou dans votre frigo. N'essayez pas de vous prélever du sang, de mettre le verre de sang dans votre frigo et de vous le réinjecter, ça marchera pas. Mais quand on dispose d'un petit peu plus de moyens, c'est quelque chose qui est possible. Ce sang-là, ensuite, on peut le retransfuser au niveau des athlètes pour que, le jour de la compétition, ils aient un taux d'hémoglobine et ils aient plein de facteurs de croissance, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ce sang? On peut l'enrichir en facteurs de croissance qui vont être finalement des molécules anabolique pour la performance et pour la masse musculaire, pour un petit peu tout ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a dit ça, ce sont des méthodes de dopage possibles qui sont beaucoup plus efficaces que l'alpinisme, mais malgré tout qui viennent avec des coûts en termes d'effets indésirables et de problèmes de santé. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et encore une fois, la maladie, quand on a trop de globules rouges, quand on a trop d'hématocrite, ça s'appelle la polyglobulie. Ce sont des maladies qui sont graves parce que ça peut entraîner des complications qui sont sérieuses, et notamment il y a certaines personnes, certains patients qui meurent de ça, et on a vu quand même pas mal de cyclistes, parce que c'est chez eux où il y a eu le plus, je pense, de dopage à l'EPO, avec des effets indésirables graves. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et c'est vrai qu'en musculation, c'est de toute façon pas de l'EPO qu'il vous faudrait, ce serait plutôt des stéroïdes anabolisants. Mais pareil, toutes les hormones malheureusement viennent avec des prix, et des prix qui sont souvent assez lourds par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre. Alors tout dépend de vos objectifs bien sûr, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut à mon sens faire ni dans son coin, ni prendre à la légère en termes de décision et en termes de conséquences. Ce sera le mot de la fin. Donc en conclusion, est-ce que Thibaut InShape s'est dopé? Probablement que oui, il a eu un petit boost naturellement. Donc Thibaut, on va te poser la question. Naturel? Oui, naturel. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, parce qu'encore une fois, je crois que j'ai pas mal parlé, mais j'espère que vous aurez appris des choses sur les effets de l'altitude, et notamment sur le dopage à l'EPO et l'augmentation des globules rouges pour avoir une meilleure performance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos explicatives qui vont venir bientôt, parce que j'ai pas mal d'idées à faire bientôt. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram Dr Miaous, et puis quoi d'autre, sinon prochaine vidéo, là on a fait Thibaut à la montagne, on fera Thibaut à la plage, Thibaut à la mer, Thibaut au crossfit, Thibaut à la salle de sport. Bon allez, à bientôt, salut à tous.